Tout d'abord, merci à tous et à toutes d'être présents ce soir et à l'heure pour cette deuxième session d'un webinaire PathoBet Online sur le thème des maladies respiratoires. Je remercie chaleureusement le professeur Foucras de se prêter une deuxième fois à l'exercice. Nous avons programmé cette deuxième session au vu du nombre de questions qui étaient restées sans réponse la première fois et au vu de la satisfaction générale. Nous allons consacrer à nouveau 1 heure au thème des maladies respiratoires bovines et tout particulièrement à celui des 2 webconférences qui sont visibles sur PathoBet Online, à savoir le diagnostic étiologique et l'immunité respiratoire locale. Je vais laisser le professeur Gilles Foucras se présenter rapidement avant qu'on rentre dans le dur des questions techniques. Vous avez remarqué que vous ne pouvez pas parler. Vous n'êtes pas vu non plus, c'est normal. On est nombreux, on est très nombreux à être connectés, on ne peut pas tous parler en même temps. Donc le principe est un chat de questions-réponses. Donc posez toutes les questions que vous avez envie de poser à Gilles Foucras et il essaiera d'y répondre dans les temps impartis. Et par ailleurs, je vous informe que la session est enregistrée pour un éventuel replay ultérieur. Je passe la parole à Gilles. Bien, bonsoir à tous. Merci de cette invitation pour 1 heure de questions-réponses autour des maladies respiratoires bovines. Donc, je suis enseignant-chercheur, enseignant en pathologie des ruminants à l'École nationale vétérinaire de Toulouse. Et j'ai une activité de recherche dans le domaine de l'immunologie et plus spécifiquement de l'immunité mammaire et respiratoire chez les ruminants, donc les bovins. Merci. Eh bien, les premières questions commencent déjà à tomber et le sujet brûlant d'actualité est bien évidemment le Covid-19. Donc, nous allons attaquer sur ce sujet-là. Avec une première question, peut-on comparer l'épidémiologie d'une épidémie humaine de Covid-19 avec celle des bovins et du coronavirus respiratoire bovin? Alors, c'est vrai qu'il y a des similitudes entre ces deux virus. Alors, ce sont des proches parents. Si on regarde un arbre phylogénétique, ben on voit que le coronavirus bovin, ici indiqué par le pointeur rouge, et les coronavirus humains du type SRAS, le syndrome de détresse respiratoire aiguë, qui sont localisés ici, on voit que ce sont des virus qui sont situés sur la même branche qui correspond au bêta-coronavirus, mais ce sont quand même des virus qui sont un peu différents. Il y a de grandes similitudes de leur génome, mais par exemple, dans le coronavirus humain, il y a un gène qui est absent par rapport au coronavirus bovin. Donc, ils ont des similitudes génétiques. On voit aussi qu'il y a des proximités physiopathologiques avec la capacité de ces bêta-coronavirus à la fois à induire des signes digestifs et respiratoires, c'est bien connu chez les bovins, avec par exemple la dysenterie d'hiver, l'entérite des jeunes veaux, et les signes respiratoires associés à l'infection de même organe chez les bovins. Et donc, si on fait un parallèle avec ce qui est observé chez l'homme, on voit que ce qui domine très majoritairement, ce sont les signes respiratoires, mais il y a aussi décrit chez les patients, quelquefois, chez certains d'entre eux, des signes digestifs, voire même des signes digestifs qui apparaissent indépendamment de tous les autres signes. Ce qui est un peu particulier pour le coronavirus humain, qui est l'objet de cette pandémie, c'est la sévérité des signes systémiques, donc qui sont liés à l'apparition chez certains patients de signes inflammatoires très marqués. Ça, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas avec cette intensité-là chez les bovins. Donc, même s'il y a des proximités physiopathologiques, on voit aussi qu'il y a des différences. Et après, en termes de contagiosité, c'est probablement effectivement des
des virus qui sont très, très contagieux. On le voit chez l'homme, donc avec un R0 qui permet d'estimer la capacité du virus à être transmis à partir de patients et qui est élevée. Elle a été estimée entre 2 et 3. Elle est peut-être même plus élevée. Certains travaux le suggèrent. Et chez les bovins, on voit que les bêta-coronavirus sont aussi très sensibles. Prenez l'exemple de la dysenterie d'hiver. On voit les troubles digestifs suivre le rang sur les animaux à la tâche dans des tabulations traditionnelles, donc qui exprime bien, qui traduit bien le caractère extrêmement contagieux de ces infections. Alors, pour continuer sur les parallèles avec le Covid-19, une autre question se pose. Est-ce que la stratégie de confinement, en tout cas pour l'homme, ou d'isolement en tout cas des malades, aurait un intérêt, si elle est possible, en début d'épidémie respiratoire chez les bovins? C'est une pratique, enfin, ça n'est pas une pratique courante en élevage bovin. Dans la mesure du possible, c'est vrai que l'isolement d'un animal qui présente des troubles et qui, a fortiori, est susceptible de servir de source de contagion pour les congénères, c'est vrai que sa mise à l'écart, de façon à limiter le processus de dissémination de l'infection, paraît a priori être relevé du bon sens. Donc, lorsque c'est possible, par exemple sur des jeunes veaux laitiers, ben, c'est vrai que la mise à l'écart d'un animal qui présenterait des troubles paraît être une mesure envisageable. Pour des animaux plus âgés, probablement que c'est une mesure qui est plus difficile à mettre en œuvre. Donc sur les jeunes bovins en lot, on imagine mal pouvoir écarter un jeune bovin. Et si on l'écarte, on en fait quoi? On le met où? Ça paraît difficile à mettre en œuvre. Mais par contre, je pense que cette notion, elle est importante à prendre en compte, notamment dans la gestion des bâtiments d'élevage et de prévenir le plus possible le contact entre des classes d'âge très différentes. Et on évitera et on recommandera de ne pas héberger des jeunes veaux, dont on sait qu'ils sont beaucoup plus sensibles, à côté d'animaux plus âgés de plusieurs mois. Donc dans la gestion des bâtiments d'élevage, je pense que c'est une mesure à recommander d'éviter ce contact, cette proximité. Et ça va aussi avec la mesure d'utilisation des bâtiments d'engrais, all in, all out, donc de façon à éviter justement le contact, le croisement entre des animaux de la fin d'une bande et ceux qui entrent, sachant que souvent ceux qui ont pris un peu de retard dans la phase d'engrais, ben, ce sont ceux qui sont porteurs éventuellement de lésions pulmonaires qui hébergent des germes et au contact desquels les jeunes entrants vont se contaminer. Donc, même si les mesures, bien entendu, de ségrégation des différentes populations ne sont pas les mêmes que chez l'homme, mais au départ, il y a un principe qui mérite d'être appliqué aussi aux bovins. D'accord. Donc pour finir, sur la question Covid, à laquelle on aura consacré à peu près un quart d'heure, est-ce que depuis le début de la pandémie mondiale et européenne, on a un peu de recul maintenant et peut-être des similitudes lésionnelles entre les cas humains et les cas bovins? Alors finalement, sur un virus d'apparition, en tout cas de la population humaine très récente, relativement récente, sur la date de approximativement le mois d'octobre ou le mois de novembre 2019, donc on est à 6 mois, grosso modo, d'évolution. Finalement, on en connaît beaucoup plus sur ce virus que ce qu'on connaît du coronavirus bovin. Parce que les moyens qui sont mis en œuvre sont
sont bien plus grands. Mais on s'aperçoit que du point de vue physiopathologique, par exemple ici, c'est la distribution tissulaire pour du tissu digestif, du duodénum, côlon ou de l'appareil respiratoire du coronavirus bovin à la suite d'infections expérimentales. Et on voit que, c'est bien connu, le coronavirus bovin, il est capable d'infecter à la fois des cellules épithéliales de l'appareil digestif, mais aussi de l'appareil respiratoire, avec des intensités lésionnelles plus ou moins marquées. Donc, donc on peut faire un parallèle avec virus, le polymorphisme clinique, a priori chez l'homme. tout à fait, oui. Voilà, donc, que j'évoquais tout à l'heure, même si les deux virus n'utilisent pas les mêmes récepteurs. D'accord. Donc voilà, ça détermine quand même en partie le tropisme. Et le récepteur qu'utilise le coronavirus humain est exprimé finalement dans assez peu de types cellulaires, même si on le retrouve, ce récepteur, sur des cellules dans des organes un peu inattendus, y compris le rein. C'est déterminant pour le tropisme du virus. Et pour l'appareil respiratoire, par exemple, ce sont principalement les pneumocytes de type 2 qui expriment le virus et l'enzyme de conversion à l'angiotensine 2. Donc c'est ce qui explique que les lésions pulmonaires sont particulièrement marquées pour partie, sachant que l'autre partie est expliquée par l'intensité de la réponse inflammatoire. Parfait. Donc nous allons clore le quart d'heure Covid pour passer à des questions plus en rapport avec le diagnostic. Notamment, on parlait des diverses classes d'âge, des diverses configurations possibles. Et une question porte sur le type de prélèvement qu'il faut choisir face à une épidémie respiratoire. Si on est face à des bovins à l'engraissement, ou si on est chez des jeunes veaux, si on est chez des adultes, donc en gros on a à notre disposition les écouvillons nasoprofonds, les aspirations transtrachéales, le lavage broncho-alvéolaire ou en dernier ressort le prélèvement de poumon. Donc que choisir dans quel cas? Donc idéalement, et si on veut vérifier l'imputabilité et la causalité de l'agent identifié sur l'apparition des troubles et a priori des lésions, idéalement, il faut s'adresser au territoire concerné. C'est vrai que prélever un échantillon au plus près du site infectieux, donc les poumons, semble être l'idéal. Donc, c'est plus ou moins facile à mettre en œuvre. C'est vrai que le lavage broncho-alvéolaire, qui est finalement l'approche technique la plus satisfaisante parce qu'elle permet de sélectionner le site du prélèvement en plaçant l'extrémité de l'endoscope, par exemple, dans une grosse bronche pour séquestrer un territoire respiratoire. Cette technique, même si elle est très séduisante, elle est quand même assez difficile à mettre en œuvre sur des animaux d'un certain gabarit. Dépendant des capacités de contention. Voilà, qui présentent une détresse respiratoire. Donc, après, on dégrade la méthode de prélèvement par rapport à cet idéal. L'aspiration trachéale est quand même une approche qui permet d'être au plus près du site lésionnel. Et pour les virus, à la condition d'intervenir en début d'évolution, l'écouvillon nasal est relativement satisfaisant. Donc effectivement, il faut s'adapter aux conditions et à la catégorie d'animaux à prélever. D'accord, en fonction du type de prélèvement, et on le voit chez l'homme en ce moment, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'intérêt de deux techniques diagnostiques que sont d'un côté la PCR, de l'autre la sérologie, si on se rapporte aux maladies respiratoires bovines? Alors, concernant si on veut identifier l'agent, et c'est souhaitable si on intervient en début d'évolution, donc les critères de choix sont en particulier la présence d'une hyperthermie au-dessus de 40 degrés Celsius, se rajouter à la présence de signes respiratoires. C'est cette catégorie d'animaux-là qu'il faut prélever, idéalement des animaux qui n'ont pas été traités
donc en début d'évolution. Aller rechercher les agents infectieux, parce que quelquefois ils se mettent à plusieurs dans les cavités nasales, semble être une mesure à privilégier si on intervient au moment de l'apparition des troubles. Par contre, pour toutes les fois où on peut intervenir de façon un peu décalée, la sérologie a aussi son intérêt pour investiguer de façon relativement large les agents viraux qui sont responsables des troubles respiratoires. Donc, on l'utilisera plutôt pour une étude rétrospective, à la condition toujours de doubler le prélèvement de sang de sérum, de façon à bien vérifier l'augmentation du titre anticorps vis-à-vis des agents causaux. Donc, ce doublement, il est important à respecter, en s'affranchissant quand même des risques d'interférence, par exemple par les anticorps d'origine colostrale, notamment. Donc, il faut être prudent sur l'utilisation de cette approche technique sur des veaux de moins de 4 à 6 mois. Ou alors, il faut utiliser une alternative et rechercher d'autres isotypes anticorps que ceux qui sont apportés par le colostrum, c'est-à-dire les IgG. Ok. Sur l'aspect diagnostic, nous n'avons pas d'autres questions. Par contre, pas mal de questions sur le côté immunité. Donc, on va plutôt se référer à la conférence immunité respiratoire. Et la première question, qui va permettre peut-être de planter un peu le décor, demande quels sont les acteurs de l'immunité locale respiratoire et de quoi va dépendre la durée de cette immunité ou immunisation en fonction de la source sauvage ou vaccinale. Alors, un petit schéma pour illustrer les choses. Donc, l'immunité respiratoire, en fait, elle est organisée en différents étages. Donc, ici, les étages supérieurs avec les cavités nasales et grosses bronches. Et puis, plus on se déplace vers la droite, l'appareil respiratoire profond avec le territoire alvéolaire. Donc, on voit qu'en fonction des étages, ce ne sont pas tout à fait les mêmes acteurs qui interviennent. Sur la partie respiratoire supérieure, par exemple, si on s'intéresse aux anticorps, ce sont les immunoglobulines IgA qui dominent par rapport aux IgG, qui sont celles qui permettent donc, les immunoglobulines sécrétoires locales, c'est ça? Voilà, qui sont produites localement pour l'essentiel. Alors que dans les territoires plus profonds, ce sont plutôt les IgG qui vont être responsables de la protection. On voit qu'en fonction du site, ce ne sont pas forcément les mêmes anticorps qui sont responsables de la protection. Et par contre, pour les cellules, on les retrouve à peu près, donc elles sont illustrées ici au niveau alvéolaire, avec les cellules de l'immunité, qu'on va qualifier plutôt d'immunité innée, type neutrophiles et macrophages, qui sont chargés d'éliminer les agents infectieux, avec l'aide quelquefois des anticorps, ou les cellules de l'immunité dite adaptative, celles qu'on produit par la vaccination. Donc ce sont les lymphocytes, en particulier les lymphocytes B, producteurs d'anticorps, et les lymphocytes T, dont il existe deux catégories, les lymphocytes CD4 et les lymphocytes CD8. Ce sont les lymphocytes CD8 qui permettent l'élimination des agents viraux. D'accord. Voilà, donc on voit que ce sont des acteurs un peu différents en fonction des sites, mais ces acteurs, ils circulent entre les différents sites. Des cellules qui ont été éduquées, par exemple, par la vaccination dans le territoire supérieur, donc les cavités nasales et l'oropharynx, peuvent, via le sang et la lymphe, venir se localiser ultérieurement dans la partie plus distale et le territoire pulmonaire. Alors, pour rebondir sur cette immunité locale, oui, pardon. Oui. J'ai une question qui vient compléter ça. Oui.
à la suite de la vaccination, mais les effecteurs qui sont induits, donc par exemple la vaccination par voie nasale, les effecteurs qui sont induits dans la partie proximale, cavité nasale par exemple, vont pouvoir recirculer et atteindre des sites plus profonds, notamment le poumon. Alors, cette immunité respiratoire locale est-elle très spécifique ou bien peut-on espérer des protections plus larges croisées entre agents pathogènes? Alors, les deux sont possibles. On va avoir des réactions communes à plusieurs agents. Alors, par exemple, en début de réponse à la vaccination nasale avec un virus vivant, donc on a induction d'une immunité non spécifique qui est basée, par exemple, sur la production d'interférons. Ces interférons, qui sont communs à tous les agents pathogènes, qui sont induits de façon assez large par les agents viraux, qui vont bloquer la réceptivité des cellules à différentes catégories de virus. Donc on voit qu'on a des mécanismes qui sont de l'immunité qui sont communs à plusieurs virus. Par contre, il y a des acteurs qui sont spécifiques de l'agent viral qui était présent dans le vaccin, et ce sont notamment les anticorps IgA, qui sont induites de façon un peu plus tardive par rapport aux interférons. Les interférons, ils sont présents dès les premiers jours, vers le 5e, 6e jour, et leur persistance est relativement courte. Par contre, les anticorps, ils sont induits dans une deuxième vague de réponse, d'une dizaine, une quinzaine de jours, et par contre, ils vont persister plus longtemps et plusieurs semaines, et eux, ils sont spécifiques. C'est la même chose pour les lymphocytes. Donc, les lymphocytes qui ont produit des anticorps sur le lympha, mais aussi les lymphocytes CD8, cytotoxiques, qui sont capables de lyser les cellules qui hébergent du virus et ainsi d'interrompre le processus infectieux. Les lymphocytes sont spécifiques et à relativement longue durée de vie, à la condition que leur fréquence soit suffisante, mais on pourrait y revenir un peu plus loin. Alors justement, puisque les termes ont été prononcés, notamment CD4 et CD8, j'ai une question sur la différence entre les voies CD4 et CD8 et quelle en est leur application pratique. Donc différence de réponse, je suppose, entre les voies CD4 et CD8, différence de protection éventuelle. Donc, en fait, les lymphocytes CD4 et CD8, même si ce sont des lymphocytes dits lymphocytes T, ce sont deux populations de cellules qui sont relativement différentes, parce qu'elles sont capables de détecter des antigènes étrangers qui sont relativement différents. Pour les lymphocytes CD4, vous connaissez leur importance. En gros, ces lymphocytes-là, ils sont les chefs d'orchestre des réponses immunitaires. Les lymphocytes CD4, ils sont capables de reconnaître des antigènes qui leur sont présentés par des cellules dites présentatrices d'antigènes, c'est en particulier les cellules dendritiques. Les cellules dendritiques, elles sont capables de capter dans leur environnement des antigènes qui sont dits exogènes parce qu'ils sont à l'extérieur de la cellule. Par contre, les lymphocytes CD8 reconnaissent des antigènes, donc ici c'est le petit point rouge, pointeur, qui sont présentés en association avec le complexe majeur d'histocompatibilité de classe 1. Ces antigènes, en fait, ils sont le produit d'un processus interne de dégradation. C'est pour ça que les CD8 ils sont capables d'éliminer les cellules qui hébergent le virus, parce que le virus étant intracellulaire, les antigènes peuvent être pris en charge par ce transport depuis le réticulum cytoplasmique vers la surface qui active les lymphocytes CD8. Donc on voit que ce sont deux types de lymphocytes différents, mais qui coexistent. Et ils ne peuvent pas fonctionner l'un sans l'autre. En particulier, les CD8 ont besoin des CD4 pour orienter la réponse et la rendre efficace. Quand on les évalue, en fait, ces CD4, ils
leurs fonctions, elles sont assez faciles à mesurer, en tout cas beaucoup plus que les CD8, parce qu'il suffit, de façon un peu raccourcie, de rajouter l'antigène dans une suspension cellulaire qui contient ces différentes cellules, l'antigène étant exogène, et on va pouvoir activer ces CD4 et mesurer leur activité à travers la production de petites protéines qu'on appelle des cytokines. Par contre, pour les CD8, il faut que l'antigène soit au sein des cellules, donc il faut un moyen de faire entrer l'antigène dans la cellule présentatrice, si ce n'est pas un virus vivant. Mhm. Du coup, les tests qui permettent d'évaluer l'activité CD8, ils sont beaucoup plus lourds à mettre en œuvre. Donc, si le D'accord. dosage des cytokines, il pourrait être mis en œuvre assez facilement. Par contre, reproduire ce processus de présentation classe 1 et d'activation CD8, il est techniquement un peu plus lourd. C'est pour ça que bien souvent, ces tests sont réservés aux laboratoires dits de recherche, pas disponibles dans des laboratoires de routine, parce que la mise en œuvre de ces tests est beaucoup trop contraignante et beaucoup trop lourde. D'accord. Du coup, si on applique cette catégorisation CD4, CD8 à la réponse vaccinale, est-ce qu'on peut différencier une réponse vaccinale à partir de vaccins tués ou de vaccins vivants atténués? Oui, c'est une bonne question. Donc, dans une réponse, ce qui importe, c'est d'augmenter la fréquence des cellules spécifiques de l'agent vis-à-vis desquels vaccin est multivalent, on souhaite protéger l'animal, de façon à ce que leur fréquence soit et reste élevée suffisamment longtemps, au-dessus d'un seuil, il y aura un minimal pour être protecteur. Donc, si on s'intéresse à la réponse vaccinale, ce que ça veut faire à peu près tous les vaccins, quels qu'ils soient, c'est d'induire la production d'anticorps. Oui. Et par contre, l'induction d'une réponse cytotoxique CD8, elle est principalement le fait de vaccins contenant des agents vivants. En particulier, pour la raison que j'ai décrite précédemment, c'est-à-dire que l'antigène, qui est un antigène viral, doit être pris en charge par ces cellules dendritiques qui le transportent au contact des lymphocytes, de façon à ce que la cellule dendritique contenant l'agent viral et ses antigènes puisse activer cette réponse CD8 vers des CD8 efficaces et capables de lyser les cellules infectées. Par contre, cette fonction-là, même si elle le fait de vaccins contenant des agents vivants, des vaccins virus vivants, elle implique quand même la participation de lymphocytes CD4 du bon phénotype pour éduquer, aiguiller ces deux réponses, à la fois la réponse CD8 et aussi la réponse anticorps permise par les cellules B. Donc, si on résume, les vaccins vivants et les vaccins tués induisent tous les deux de réponse CD4 confortable et seuls ou en tout cas majoritairement les vaccins vivants sont capables d'induire une réponse CD8 cytotoxique. Et la production d'anticorps. Par contre, la différence, il y a quelques vaccins tués qui induisent des petites réponses CD8, et elles sont moindres par rapport à des agents vivants. D'accord. Une question qui rebondit sur la slide précédente sur l'aspect cinétique de la réponse immunitaire et qui demande quel peut être l'impact d'un non-respect dans un sens comme dans l'autre des délais de vaccination, primo-vaccination. Est-ce que faire une primo-vaccination en 2 injections trop rapprochées va être néfaste? Est-ce que déraper de trop et un délai trop long va pénaliser la réponse immunitaire? Alors, les deux interventions à contretemps n'ont pas tout à fait le même effet. Et
globalement, retarder une injection de rappel aura des conséquences moindres en termes d'effacement ou d'altération de la réponse que si on intervient trop tôt. Alors pourquoi? Parce que au début de la réponse, il y a une majorité des effecteurs cellulaires de cette réponse induite par la vaccination qui sont en multiplication, en prolifération, et elle est au début de la réponse particulièrement intense. Si on intervient par une nouvelle injection de vaccin dans la phase de plateau, ici, alors que la réponse est maximale, même si elle est à des niveaux différents entre les animaux, il y a un risque non nul d'altérer cette réponse, de la casser en quelque sorte, si bien que la deuxième vague qu'on attend plus intense, elle n'apparaît pas. Alors que si on intervient un peu plus tardivement, le risque, c'est de créer une fenêtre de sensibilité, parce que la réponse diminuant, elle va passer en dessous du seuil requis pour protéger l'animal. Mais par contre, on aura cet effet rappel, ce rappel de la réponse, soit mémoire anamnestique, soit des premiers effecteurs induits, qui sera beaucoup plus efficace que si on intervient trop précocement. D'accord. Alors, pour rebondir sur ce thème peut-être de la mémoire vaccinale, j'ai une question qui vient d'être posée sur le fait de pouvoir faire un rappel par voie injectable suite à une vaccination intranasale. Donc, la question est comment fonctionne la mémoire vaccinale après vaccination intranasale pour expliquer de pouvoir faire un rappel par la voie injectable ensuite. Alors, je peux revenir à cette vue. En fait, lorsqu'on va intervenir localement par une immunisation intranasale, on va induire un certain nombre d'effecteurs. Donc, ceux de la réponse humorale, on l'a vu tout à l'heure, des interférons, mais aussi parce que les structures lymphoïdes locales réunissent les principaux acteurs nécessaires des CD4, des cellules B, éventuellement des cellules cytotoxiques. Il va apparaître localement une réponse par le fait que ces acteurs sont présents et peuvent interagir entre eux. Par contre, ces réponses, elles sont plutôt de faible durée de vie. Et ces acteurs, une fois qu'ils ont été induits, sont présents dans l'organisme et par l'intervention avec une nouvelle immunisation, possiblement par voie... Par une voie différente, donc. Voilà, par une voie différente, on va stimuler, induire la multiplication des effecteurs, cellules T, les 4 et les 8, mais aussi cellules B, qui avaient été initiées lors de la vaccination locale. Parce que ces cellules, elles persistent, certes, plus faible nombre que ce qu'on souhaiterait, mais elles sont capables de se multiplier. Et donc, par l'injection vaccinale, on va augmenter leur nombre. Et ça, c'est possible parce qu'elles circulent dans l'organisme. Et donc, à un moment donné, il y a des cellules qui vont pouvoir rentrer dans le territoire, et notamment le nœud lymphatique drainant le site de l'immunisation, permettant une multiplication de ces cellules. D'accord. Donc, je pense voilà, que ça répond bien à la question. L'immunité locale induit une première réponse qui peut être amplifiée, rappelée par immunisation systémique ultérieure. Très bien. Alors, on parle d'immunisation locale au sens large. On va peut-être se rapprocher un petit peu plus d'un des agents pathogènes majeurs viral, qui est le virus respiratoire syncytial. Et j'ai une question qui demande si toutes les souches de virus respiratoire syncytial sont équivalentes en termes de réponse immunitaire. Alors, je pense qu'on peut peut-être envisager la réponse face à une infection sauvage et la réponse face à une vaccination. Alors, qu'est-ce qu'on sait des virus
les différents virus RSV. Alors, différents, oui, parce qu'il y a des variations de la séquence du génome parmi les isolats de virus respiratoires syncytiales, mais il faut apprécier cette variabilité. Donc, en gros, il y a essentiellement 2-3 protéines du virus respiratoire syncytial qui suscitent un intérêt plus particulier en termes d'immunité. C'est la glycoprotéine F, qui existe sous forme trimérique. F parce qu'elle permet la fusion des membranes, et donc une étape essentielle à l'infection de la cellule par le virus respiratoire syncytial. Sachant que la deuxième protéine, c'est la protéine G, l'attachement, qui permet la fixation du virus à la cellule, qui elle aussi existe sous forme multimérique. Donc, ces protéines, elles ont des rôles biologiques majeurs et elles sont capables d'induire certains effecteurs de la réponse, comme on l'a vu précédemment. Si on regarde vers quoi est dirigée la réponse anticorps, en primo-infection, elle va être essentiellement dirigée contre la protéine N, nucléocapside, et la F. Et en réinfection, beaucoup vers la F et aussi vers la G. Si on regarde maintenant les réponses TCD4 et TCD8, il y a essentiellement pour les CD4 3 protéines cibles, la N, la F à nouveau et la G. Et pour la réponse cytotoxique, la N, la F et la protéine M2. On voit que la protéine F, elle est centrale dans différents volets de la réponse immunitaire vis-à-vis du virus respiratoire syncytial. Si on regarde maintenant la variabilité de cette protéine en termes d'antigénicité du virus RSV, elle a été évaluée entre les différents isolats et elle est relativement modeste, de l'ordre de 2% pour la F et la N, alors qu'elle est plus élevée pour la G et de l'ordre de 8%. Ça, c'est bien montré sur les arbres génétiques qui ont 2%, c'est très faible. À la fin des... Voilà. Le pourcentage de variabilité de ces protéines entre isolats viraux est faible, que ce soit pour la G, donc ici des données plus récentes en Italie, même si l'échelle n'est pas tout à fait la même, ou pour la F. Vous voyez que par rapport à des arbres phylogénétiques d'autres virus, la variabilité de cette protéine est faible. Donc le caractère antigénique des virus RSV, il est relativement proche entre eux pour la protéine. Ensuite, il y a le caractère immunogène, c'est-à-dire la capacité d'un virus à susciter une réponse immunitaire. Oui. Là, ça dépend aussi d'autres gènes. On sait par exemple qu'il y a des protéines non structurales, comme la protéine NS1 du virus RSV, qui régulent très fortement la production d'interférons. Oui, il y a des différences d'immunogénicité entre virus RSV, mais il faut des connaissances très fines à l'échelle de chaque gène et de la séquence de chaque protéine pour pouvoir le déterminer. Et à l'heure actuelle, on ne sait pas associer un déterminant génétique, par exemple de la NS1, à une plus ou moins grande immunogénicité isolat viral. Donc, ça demanderait des analyses en série sur un grand nombre d'isolats pour rechercher quelles sont les caractéristiques communes ou différentes qui classent les différents isolats, les différents virus RSV, en fonction de leur caractère plus ou moins immunogène. D'accord. Bien, il nous reste à peu près un quart d'heure. On va traiter une dernière question sur l'aspect vaccination et protection. Et ensuite, on aura une petite liste de questions moins rassemblables sous un même chapeau, mais pas moins intéressantes. Alors, cette dernière question au sujet de la vaccination, et que penser de la vaccination des mères pour la protection respiratoire du veau? Quelle éventuelle interférence avec une vaccination par voie intranasale? Donc, a priori, on parle ici de la vaccination par voie injectable des mères avant envellage pour une protection par la voie colostrale du veau, sauf erreur. Alors, c'est deux approches qui sont somme toute assez différentes. Donc, si on considère la vaccination des mères, c'est quoi l'objectif? C'est principalement
d'induire une réponse augmentée à la vache, de façon à transmettre principalement des anticorps via le colostrum au veau. Cependant, on sait que l'immunité vis-à-vis du virus respiratoire syncytial, et en particulier l'immunité anticorps, elle apparaît avec l'âge des animaux. Et les bovins adultes, il y a une grande proportion, de la moitié, voire même de 80% des vaches, qui à un moment donné ont été exposées au virus respiratoire syncytial et donc qui sont porteuses d'anticorps. Donc elles vont transmettre des quantités variables de ces anticorps à leur veau. L'objectif de vacciner, c'est de maximiser cette proportion. Ça veut dire qu'on intervient le veau pour le protéger vis-à-vis du virus respiratoire syncytial, finalement que par un seul type d'acteur, que sont les anticorps. On a vu que la réponse antivirale, elle est quand même beaucoup plus diverse, et que lorsqu'on le peut, donc on se prive de toute la réponse cellulaire. Une diversité d'acteurs, et en particulier s'aider aussi de la réponse cellulaire. Ça, c'est possible par l'immunisation par voie locale, dès le plus jeune âge, chez le veau, et un peu plus de la première semaine. Par ailleurs, les deux interventions sont, à mon avis, incompatibles. Pourquoi? Parce que le veau qui reçoit un colostrum riche en anticorps, donc riche essentiellement en IgG1, dont certaines sont spécifiques du virus RSV, elles vont diffuser dans l'organisme. Il y a une partie de ces anticorps que l'on va retrouver dans les sécrétions muqueuses et en particulier les sécrétions comme on a nasales. vu sur le schéma initialement. Voilà. Et ces anticorps, l'objectif recherché, c'est de neutraliser le virus. Si le veau est exposé à une infection naturelle, mais de la même façon, ces anticorps, s'ils sont présents, et ils seront le plus abondants pendant les premières semaines de vie, et ces anticorps, ils vont aussi conduire à une neutralisation partielle du virus vivant présent dans le vaccin administré par voie nasale. Donc, ces deux stratégies ne se valent pas en termes de nature des effecteurs induits, et elles sont, à mon avis, à dissocier, parce que sinon, on a le risque de voir la vaccination des mères interférer négativement sur la réponse des veaux à la vaccination par voie nasale. Donc les deux approches, voilà, on ne peut pas appuyer en même temps sur le frein et l'accélérateur. Donc on choisit l'une ou l'autre des approches, et je pense qu'il vaut mieux privilégier une immunisation active du veau, parce qu'on a vu que cette immunité installée chez le veau, on peut par la suite la rappeler par de nouvelles immunisations. D'accord. Bien, je pense que c'est clair. Ça, c'est un beau tour d'horizon de la réponse immunitaire protectrice. On va maintenant balayer quelques questions qui ne sont pas forcément très en lien les unes avec les autres, mais qui reviennent. Alors, j'en ai une première qui est plutôt une question d'un ordre thérapeutique. Que pensez-vous de l'utilisation des antihistaminiques dans la gestion thérapeutique des pneumonies? Y a-t-il des indications cliniques? Alors, il y avait des données... l'utilisation d'antihistaminiques supposerait qu'il y a systématiquement une libération d'histamine par certaines cellules immunitaires. Alors, celles qui sont particulièrement riches en histamine, on sait qu'il y a par exemple les granulocytes basophiles qui sont très peu fréquents chez les bovins, et ou d'autres granulocytes de type éosinophile qui, dans la plupart des réponses normales vis-à-vis des virus, ne sont que peu mobilisés. Donc, a priori, l'utilisation d'antihistaminiques, sur la plupart des cas, ne se justifie pas. Donc, même si on sait que le virus respiratoire syncytial peut avoir une activité histaminique-like, on va dire, mime en fait la libération d'histamine,
Euh, sur la majorité des cas, ça ne serait pas, je ne pense pas que ça soit nécessaire. Il vaut mieux privilégier l'utilisation d'un anti-inflammatoire non stéroïdien, par exemple, pour avoir une action beaucoup plus large que simplement l'inhibition des phénomènes associés à l'histamine. On va Ah, décomposer qui aurait puisqu'on une parle activité d'histamine, similaire à l'histamine. est-ce qu'on peut faire un parallèle entre des tableaux qu'on peut observer lors d'infections à RSV et la fameuse tempête cytokinique dont on a appris à parler ces derniers temps avec le Covid? Donc, dans les deux cas, il y a effectivement des éléments qui sont similaires, puisque dans les deux cas, c'est un défaut de régulation de la réponse cellulaire. Donc on sait que pour les infections par le virus respiratoire syncytial, il y a une forme d'immunopathologie qui n'est pas complètement connue et expliquée, même s'il y a eu quand même des progrès là-dessus, et que c'est une activation dérégulée ou inappropriée, notamment des lymphocytes CD4, qui est à l'origine de certains phénomènes, sans prendre en compte des phénomènes d'immunité cellulaire dérégulée mettant en jeu les éosinophiles, tel que ça avait été observé lors de vaccination avec des vaccins tués au formol. Dans le cas de la maladie Covid, cet orage cytokinique, d'une part, il n'est pas observé chez tous les individus. Il y a probablement différents phénomènes concourent à l'apparition de cette réponse inflammatoire exagérée. Quand on regarde les facteurs de risque, il y en a un qui ressort de façon démesurée parce qu'il augmente le risque d'apparition de cette réponse inappropriée d'un facteur supérieur à 50, c'est l'âge. Et ce qu'on sait, c'est que face à certains signaux, à certains stimuli, les individus les plus âgés ont les réponses inflammatoires les plus fortes. Donc c'est un peu, il y a des facteurs aggravants dans le cas de l'infection par le SARS-CoV-2 qu'on ne retrouve pas dans les infections banales à virus respiratoire syncytial qu'on connaît chez les bovins. D'accord. Même si à l'origine, ce sont des réponses cellulaires qui sont à l'origine de tout ça. Une question qui avait déjà été posée la dernière fois, mais à laquelle nous n'avons pas eu le temps de répondre, et qui revient. Quelle est l'implication de l'influenza D dans les tableaux respiratoires bovins, puisque c'est un agent pathogène dont on parle de plus en plus, mais auquel on a du mal à imputer réellement des troubles? Alors, c'est un agent pathogène qui semble prévalent, puisque dans différentes études sérologiques réalisées dans différentes régions d'Europe, voire même du monde, effectivement, il y a des proportions assez élevées de bovins qui sont porteurs d'anticorps vis-à-vis de l'influenza D. Pour l'instant, son caractère pathogène, il est probablement plus faible que les autres agents viraux actuellement décrits comme étant impliqués dans les maladies respiratoires bovines. Et si on s'appuie sur les résultats des infections expérimentales, il semble que les troubles provoqués par le virus seul soient relativement légers. Après, la question, comme toujours, c'est le rôle du virus comme facteur initiateur de troubles respiratoires, en particulier liés aux bactéries et en particulier pastorelles. Donc, dans des contextes où l'immunité des animaux est défaillante, ce virus, comme d'autres, peut être probablement l'initiateur de troubles plus sévères. D'accord, parfait. Il nous reste 5 grosses minutes, de quoi traiter 2 questions peut-être. Alors une question sur les agents infectieux que l'on retrouve le plus souvent sur des laitières adultes en lactation et plutôt en automne-hiver.
Est-ce qu'il y a une dominante? Une dominante pathologique. De ce qu'on connaît, alors, l'adulte ayant été à plusieurs reprises exposé potentiellement à des agents infectieux, et les études sérologiques, par exemple, sont pas les plus faciles à faire. Donc, et comme le prélèvement d'agents infectieux n'est pas forcément réalisé, je ne pense pas qu'on ait une cartographie globale bien connue de des agents qui sont impliqués. En tout cas, je ne le sais pas de façon certaine en France à l'heure actuelle. Et aussi bien des agents viraux que des agents bactériens de la pasteurellose, Amannia hemolytica, seuls sont susceptibles de provoquer des troubles chez la vache laitière. Chez les bovins adultes, ok. Bien, la dernière question qu'on a traitée la dernière fois, mais qui revient, donc je la repose parce qu'elle elle provoque parfois un petit peu d'émoi sur le terrain et qui concerne, alors on va être un peu plus large que la question elle-même, y a-t-il des carences au sens large, mais en particulier celle de la vitamine A qui pourrait pénaliser la vaccination. Alors, plus largement, comment est-ce que des carences peuvent impacter une réponse immunitaire et une efficacité vaccinale? Donc, ouais, en matière de carence, donc effectivement, il y a des travaux par une équipe américaine qui ont été publiés récemment qui montrent un effet de la carence en vitamine A, mais des carences qui sont très marquées, sont probablement pas celles qu'on observe très fréquemment chez les bovins, puisqu'ils peuvent bénéficier par la consommation de fourrage vert d'une source précurseur de la vitamine A. Donc, ce n'est pas non plus une carence commune. Donc, si elle existe essentiellement chez de jeunes animaux dont la mère aurait été carencée pendant la gestation en vitamine A. Mais parmi les carences, je serais plus attentif aux carences en oligo-éléments, pas forcément chez la vache laitière, mais plutôt dans les troupeaux allaitants, et en particulier les carences en sélénium, dont il a été bien montré que l'effet sur la réponse à la vaccination était majeur, avec des ordres ratios de 2 à plus de 10 en fonction de l'intensité de la carence. Donc ça, ce sont des choses qui sont connues déjà depuis un certain temps. Et l'effet des carences en oligo-éléments, en sélénium, aussi le cuivre, hein, quelquefois ces carences sont associées à un effet majeur sur l'altération de la réponse vaccinale. Très bien. Eh bien, je pense que nous approchons de la fin. Donc, je voulais remercier à nouveau très sincèrement le professeur Foucras de cet exercice intellectuel pas toujours facile que de répondre à des questions qu'on ne connaît pas. Remercier tous les participants pour leur assiduité et les questions qui ont été posées. Je vous propose et vous signale, si vous êtes intéressé, de répondre au dernier mail de rappel que vous avez reçu 1 heure avant la réunion, et nous pouvons vous faire parvenir les résumés des 2 webconférences de Gilles Foucras sur ces 2 sujets-là, et si vous ne les avez pas encore vus, je vous conseille d'aller les visionner. Ça refera une vue d'ensemble de ce qui a été dit ici de façon plus détaillée sur certains points. De questions. Je suis désolée, il reste encore des questions en suspens. Ça prouve que le sujet passionne toujours, donc nous reviendrons peut-être pour une session 3 dans un avenir proche. En tout cas, merci beaucoup à tous et n'hésitez pas à répondre aux mails que vous avez reçus pour qu'on vous envoie les résumés des webconférences. Merci Gilles et à bientôt. Merci à tous. Merci à tous.